Bonjour, nous voilà repartis sur le chemin du yoga. En préparant ces causeries, je visite et revisite des concepts qui ne cessent encore et encore de dévoiler des faces cachées. C'est fascinant. Nous avons déjà parlé du corps physique et du corps d'énergie. Entrer en connexion avec ces niveaux de conscience est déjà une étape importante et je pense que de nombreuses personnes la franchissent. L'étape du mental et de l'intellect, c'est autre chose. Tout dans la société occidentale actuelle, depuis la surconsommation jusqu'à la dictature de l'apparence, nous pousse à développer notre ego, l'aspect le plus nocif de notre mental. Être connecté à la couche de conscience du mental et de l'intellect, c'est tout l'inverse. C'est comprendre leur rôle et les garder dans ce rôle, au service de la conscience d'intuition. Si on laisse le mental être à l'initiative de nos actions, les conséquences se font sentir à tous les niveaux. Dans notre corps, par des douleurs, dans notre énergie, par une fatigue, et dans notre intellect, avec des problèmes relationnels ou un état dépressif. Le mental représente le corps le plus difficile à percer. Quand il prend le dessus, il jette un voile déformant sur notre conscience qui ne perçoit du monde que ce que le mental lui en traduit. Un vrai casse-tête, qui nous amène souvent à être dans la confusion. Arriver à distinguer notre fonctionnement mental de celui de la conscience d'intuition s'appelle viveka en sanskrit. Et ce n'est rien de moins que l'outil suprême du yogi pour atteindre la libération, puisqu'on se libère de la tyrannie du mental et qu'on peut enfin se connecter au réel non déformé pour déployer notre potentiel. Comment savoir si notre mental nous joue des tours et se prend pour le décideur plutôt que le traducteur ? Un exemple où le mental a pris le contrôle total de notre être, ce sont les addictions. Le mental redemande toujours plus de ce qui lui fait plaisir, même si c'est dangereux. À l'inverse, une mauvaise expérience sensorielle et on va être dans le rejet, ce qui est également une prise de contrôle par le mental. Laissez-moi vous parler d'une expérience qui m'a fait découvrir la distinction entre mental et conscience. Je pensais que je ne savais pas dessiner, que j'avais arrêté mon développement à l'école primaire. Une maison était forcément faite d'un rectangle pour les murs et d'un triangle pour le toit. La perspective m'était étrangère. Ne parlons pas d'essayer de dessiner un corps humain. Je me sentais carrément handicapée. Ce qui m'a amené à comprendre comment mon mental bloquait l'accès à la réalité, c'est la sculpture. J'ai pris des cours de modelage avec un professeur qui nous interdisait de copier un objet ou un être vivant. Toute similarité avec ce qui se passe dans les cours de yoga n'est pas fortuite. Il fallait laisser venir ce qui sortait de nos doigts. Tout à coup, j'ai découvert un univers intérieur d'une richesse insoupçonnée, qui savait beaucoup mieux que mon mental comment s'y prendre. Grâce à cet enseignement, j'ai opéré un renversement. Enfin, pendant le temps que je consacrais au modelage, je tournais mes sens vers la conscience, pour la servir plutôt que vers l'extérieur. Lorsqu'on arrive à opérer ce retournement, on comprend mieux que le mental n'est pas notre cerveau, qu'il est présent partout dans notre corps, un peu comme notre réseau neurologique. J'ai été très étonnée quand un Indien m'a expliqué que manger avec la main développait le goût, parce que lorsqu'on a appris à manger avec la main, on peut savoir si un mets est trop salé, trop épicé et encore beaucoup d'autres choses. Percer ce niveau de conscience demande un effort et un travail dans la durée. Nous sommes à la fois murés dans des habitudes et submergés d'informations qui agitent notre mental. Les outils du yoga les plus opérants, à mon sens, sont la maîtrise du souffle et la répétition de mantras. Pourquoi ? Parce que ces deux outils nous amènent ailleurs, vers l'intérieur, débranchent notre fonctionnement mental habituel. Les postures pour cela ne sont pas idéales, surtout si on les pratique en groupe, on cherche toujours à faire mieux, on reste sur la forme plutôt que d'être focalisé sur la fonction. Certains sont hermétiques au chant ou rebutés par une langue étrangère. Ni l'un ni l'autre ne sont indispensables pour la répétition de mantras. Ils peuvent être répétés dans notre tête en chantant intérieurement et il peut s'agir d'un texte dans une langue que vous maîtrisez pour peu qu'il véhicule un message qui vous guide vers la conscience et qui vous parle, bien sûr. Quant aux exercices de respiration, tout le monde peut les pratiquer après avoir été correctement initié par un professeur.
Étant donné la complexité que représente le fonctionnement du mental, je lui consacrerai un cycle entier. Patanjali dans les Yoga Sutras en parle longuement et donne des pistes afin de l'apaiser et de le remettre à sa juste place, celui de traducteur, pas de décideur. Nous voilà au bout de cette causerie. Dans la prochaine édition, nous aborderons le dernier niveau de conscience, Ananda Maya, ou le corps de félicité, le plus subtil des 5 corps, celui qui nous rapproche le plus du soi. Namasté, cher yogi.